Audrey Charlebet, bonjour. Bonjour Mickaël. Tu es en charge des partenariats à la Banque des Territoires, d'une manière plus générale en charge de l'Open Innovation, mais aussi des tiers-lieux. Et tu travailles plutôt en amont pour identifier les signaux faibles, les nouvelles filières et constituer les écosystèmes. Donc c'est évidemment un poste d'observation très intéressant. Qu'est-ce que tu identifies actuellement comme tendance, signal faible dans les écosystèmes dans lesquels tu gravites? Alors sur le sujet des tiers-lieux, ça n'aura échappé à personne que l'écosystème est un peu complexe et qu'il y a énormément de sujets qui sont représentés, à peu près tous les sujets de la société, la culture, mais aussi l'agriculture, l'alimentation, voilà, tous les sujets de la vie quotidienne. En ce moment, il y a quelques sujets qui émergent au-delà des sujets traditionnellement traités, on va dire, de transition écologique et de transition démocratique par les tiers-lieux, qui sont la question de la fabrication et du lien entre les tiers-lieux et l'industrie, avec notamment un mouvement de tiers-lieux industriel et du coup de dialogue entre les industriels d'un territoire, déjà entre eux, sur leur chaîne de production et les collectivités locales pour savoir comment elles peuvent mutualiser des outils ensemble. Il y a le sujet de la santé aussi qui émerge assez fortement, probablement aussi lié à la crise du Covid, mais plus généralement une tendance de fond sur la question de santé et de bien-être. Avec voilà, des choses qui arrivent autour de, notamment chez nous, de la santé et du numérique et d'arriver à faire sur un territoire travailler ensemble les professions de santé. Il y a un appel à projet en cours du côté de France 2030 qui est opéré par la Caisse des dépôts et qui du coup voilà, devrait donner lieu à plus de projets. Il y a aussi un gros sujet en ce moment sur la question du patrimoine. D'accord. Et notamment des monuments historiques. Et de comment on arrive dans des collectivités où la solution, on va dire, de transformer son patrimoine en hôtellerie de luxe n'est pas forcément approprié, parce que ça ne peut pas être partout. De comment est-ce qu'on arrive à faire, voilà, à redonner de l'attractivité à ce patrimoine, à trouver les moyens de l'entretenir, de le conserver, et puis de le rendre visible et accessible à la population. Donc voilà, il y a pas mal de travaux qui arrivent là-dessus et évidemment il reste un gros sujet autour de l'alimentation et de l'agriculture qui, même s'il a émergé il y a quelques années, voilà, commence vraiment à se concrétiser et à donner lieu à beaucoup d'initiatives sur le plan local. Et sur tous ces axes, quels sont les leviers de la Banque des Territoires? Tu es aux avant-postes un petit peu de tout ça, tu constitues un écosystème et ensuite il y a des équipes qui peuvent intervenir sur des montages financiers, sur de la capitalisation? Alors, on intervient traditionnellement avec ce qu'on appelle chez nous les métiers, donc l'ingénierie territoriale, l'investissement dans des structures en fonds propres, en capital, et puis le prêt. Qui sont nos trois métiers financiers de base. Et effectivement, pour chaque thématique, on a des équipes d'experts qui sont dédiées aux métiers de la santé, du numérique, de l'éducation, voilà, et qui travaillent aussi en coordination avec les équipes de l'ESS, parce qu'il y a beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire et qui du coup vont aider les projets à se structurer, à améliorer leur modèle économique, à améliorer leur business model pour pouvoir voilà, assurer leur pérennité et puis rentrer dans une vie classique, on va dire, d'investissement pour pouvoir pouvoir déployer toutes leurs actions sur les territoires. Et sur les tiers-lieux, l'enjeu, c'est pas nécessairement de travailler en direct avec chacun des tiers-lieux, ça peut passer aussi par des intermédiaires? Alors oui, évidemment, on peut de fait, nous, pas accompagner les plus de 2000 tiers-lieux qui ont été recensés en France. Et puis, il y a certains tiers-lieux dont le modèle économique ne se prête pas forcément à des investissements directs, que ce soit nous ou d'autres investisseurs institutionnels ou parapublics ou privés même. Et c'est vrai que ces tiers-lieux, là où on essaye, nous, d'accompagner globalement le mouvement, c'est en accompagnant et en investissant et en poussant en fait des structures qui sont capables elles d'aller aider les territoires. Donc, en fait, c'est de l'intermédiation quelque part. Mais du coup, c'est l'idée de
de stabiliser et d'aider à progresser certaines structures sur des sujets, des foncières, des accompagnateurs, et pour pouvoir je sais pas comment on pourrait dire, mais qui puissent développer en fait de nouvelles thématiques et de nouvelles thématiques d'expertise pour mieux accompagner encore les besoins de territoire. Oui, c'est pousser de manière écosystémique tout cet environnement. Et tu parlais tout à l'heure du monde de l'industrie. Quelle est la tournure que pourrait prendre le tissu industriel dans une logique de réindustrialisation, mais en faisant autrement, pour reprendre le thème de notre festival? Alors c'est très intéressant le mouvement parce que il y a d'une part un mouvement qui est aussi accompagné par l'État sur la question des startups industrielles, des startups qui sont capables de pousser de l'innovation dans les process industriels. Il y a un mouvement autour des micro-usines qui sont en fait des miniaturisations de process industriels qui permettent d'aller combler une chaîne de production sur un morceau de la chaîne restreint mais indispensable, qui permet de fabriquer, d'avoir l'ensemble du process. Donc ça c'est une brique, et en fait autour de ça on voit un certain nombre d'écosystèmes industriels locaux qui sont en train de faire des alliances dans les territoires et avec les collectivités locales pour voir comment est-ce qu'elles peuvent encore plus mutualiser la question de la R&D, la question du prototypage et puis de l'amélioration, éventuellement le développement de nouveaux produits en combinant leur chaîne de production. Et ça, c'est un peu l'essence des tiers-lieux industriels, avec l'idée que ça puisse aussi servir aux collectivités locales et donc aux citoyens en général, avec des outils de prototypage après assez classiques qu'on peut retrouver dans des Fab Labs, mais qui sont pas forcément rentable économiquement s'il n'y a qu'un des deux acteurs qui s'en sert, alors que si on mutualise l'usage sur plusieurs publics différents, ça permet d'avoir un équipement qui est rentable et mutualisé et qui permet aussi aux citoyens de discuter avec l'industrie de son territoire, parce que les métiers industriels sont pas très valorisés globalement, Et, on va pas dire que en France, mais chez nous en particulier. Et c'est aussi l'idée pour les territoires qui ont des industries qui doivent se renouveler, d'arriver aussi à trouver des citoyens qui sont prêts à s'engager, et puis des jeunes qui ont envie de se former au métier de l'industrie. Donc c'est aussi un bon moyen de communiquer pour eux et de valoriser leur métier. Oui, donc c'est vrai que la formation pour le coup devient un enjeu essentiel, c'est-à-dire qu'il faut être capable de former dans les territoires une main-d'œuvre, en tout cas un personnel qualifié pour faire tourner ces nouvelles générations d'usines. Exactement, et c'est vrai que c'est un gros défi pour plein de territoires qui ont des industries qui fonctionnent, qui sont rentables, mais qui n'arrivent plus à recruter, et qui du coup ont des grosses questions de formation, et notamment de formation locale, parce que c'est beaucoup plus facile quand on est à proximité d'une industrie et qu'on a la bonne formation. La mobilité géographique reste un sujet, globalement. C'est compliqué de se déplacer pour trouver du travail, parce qu'il y a des questions de logement derrière, parce qu'il y a des questions d'attachement à la famille, à un territoire aussi. Et qu'on n'a pas toujours envie de partir loin, et c'est bien de pouvoir aussi avoir un métier dans lequel on trouve du sens et dans lequel on peut mettre de la valeur à proximité de chez soi. Et les métiers industriels sont aussi des parcours professionnels qui sont intéressants et qui permettent des évolutions peut-être encore plus maintenant avec la digitalisation et puis les transferts de compétences qui peuvent se faire entre industries, peut-être encore plus qu'il y a quelques années. Il y a un sujet parmi tous les signaux faibles que tu évoquais tout à l'heure qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de l'eau. On entend évidemment beaucoup parler de l'eau en ce moment par la sécheresse. Qu'est-ce qui t'a amené à te saisir de ce sujet, et comment la Banque des Territoires est susceptible demain de se positionner ? Alors, on a commencé à travailler sur le sujet de l'eau en fin 2018. En fait, après les assises de l'eau, l'État nous avait demandé d'aller trouver un produit financier pour accompagner les collectivités locales dans la rénovation de leur réseau. Donc, c'est ce qu'on a fait avec l'Aquaprêt. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un certain temps de commercialisation que les collectivités avaient du mal à faire des diagnostics et des plans d'action pour nous permettre derrière de prêter pour des projets. Le principe de nos prêts, c'est qu'on ne prête pas
pour renforcer la capacité financière d'une collectivité, on prête pour des projets dédiés. Voilà. Et là, en l'occurrence, sur l'eau, on avait beaucoup de mal à avoir ces diagnostics. Donc, on s'est posé la question de savoir quels étaient les besoins des collectivités sur ce sujet et pourquoi ce simple diagnostic dont on avait besoin n'arrivait pas à nous être fourni, voilà, même si derrière, il y avait un financement attaché. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des déficits dans les collectivités locales de connaissances, déjà du patrimoine de l'eau, les réseaux, les stations, les stations de pompage, les stations de potabilisation, les stations d'épuration. Donc il y avait ce déficit de connaissances, il y a un déficit d'expertise dans beaucoup de collectivités locales, pas sur la gestion au quotidien évidemment, parce que ça c'est toujours très bien fait et très bien suivi et il n'y a pas de lacunes de ce côté, mais plutôt sur le cycle global de l'eau, sur comment voilà, les collectivités sont liées les unes aux autres parce qu'elles disposent de la même ressource et qu'elles l'utilisent plusieurs fois, chacune à leur tour, pour des usages différents, avec certaines des usages agricoles, certaines des usages industriels, pardon. Et c'est vrai que toute cette connaissance et cette expertise, elle n'est pas également partagée sur le territoire. D'accord. Et donc, on voudrait aussi travailler sur ce champ-là. Et puis, le troisième sujet, c'est un peu la gouvernance de l'eau, qui, du fait de son caractère de phénomène naturel, on va dire, puisque l'eau s'arrête pas aux frontières administratives comme beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Complexifie en fait la gouvernance, puisqu'on a la superposition des échelons administratifs traditionnels qu'on peut connaître de collectivités, intercommunalités, départements, régions, qui se superposent avec la gestion par bassin, par rivière, par cycle de l'eau, et qui fait que, ou par, si je prends un autre exemple, par versant de montagne, ou par trait de côte, très littoraux. Ouais. Et qui fait que les collectivités sont obligées de dialoguer ensemble avec parfois des handicaps administratifs, on va dire, puisque deux communes qui sont par exemple pas dans le même ou deux intercommunalités pas dans le même département n'ont pas forcément le droit aux mêmes aides, n'ont pas les mêmes niveaux de gouvernance, n'ont pas les mêmes niveaux de transfert de compétences. Oui, donc un alignement des planètes qui n'est pas simple. C'est exactement ça, et l'idée c'est de se dire au cas par cas et en fonction des usages et en fonction de la gouvernance, il faut qu'on puisse arriver à accompagner l'ensemble du territoire pour que chacun puisse monter en compétence et en expertise sur le sujet et trouve des solutions en fait locales à ce problème, aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer globalement sur ce sujet. Ouais, donc finalement c'est le même mode opératoire qu'avec les tiers-lieux, c'est d'abord on identifie les acteurs, on fédère, on diagnostique et après, de manière ciblée, des équipes qui vont pouvoir accompagner des montages financiers. Exactement. Et ça, alors peut-être juste un tout petit mot sur la question de la stratégie de l'écosystème, qui est en fait une stratégie qu'on porte dans le pôle où je suis à la Banque des Territoires, sur l'idée qu'en fait, on est un acteur financier. On peut apporter beaucoup de solutions aux collectivités locales, mais de fait, on n'est pas ni expert, ni omnipotent sur l'ensemble des sujets. Ouais. Et en fait, on est obligé, avec les urgences qui s'annoncent, transition climatique, transition démocratique et tout ce qui arrive, de trouver les bons partenaires et du coup d'arriver à trouver les écosystèmes dans lesquels on peut nous apporter un maximum d'efficacité à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la partie financière, en complément des experts qui connaissent le fond des sujets. Sur l'eau, on travaille beaucoup avec les agences de l'eau, évidemment, qui ont l'expertise technique sur le sujet et avec les territoires. Très bien. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces informations.